Clémy, je suis formatrice, au Clémy et en charge du concours Zéro Cliché en France depuis, 5 ans et je suis accompagnée de ma collègue Pauline que je laisse, se présenter également. Donc bonjour, je m'appelle Pauline Le Gall, je suis également formatrice, au Clémy, et en charge, avec Flora, on pilote l'édition française du concours Zéro Cliché. Nous allons vous expliquer un petit peu, les tenants de cette première édition, à l'international, qu'on développe avec, le Brésil, avec l'ambassade de France au Brésil. Heu, N'hésitez pas dans le chat, on va essayer de parler doucement. Si jamais vous avez le moindre souci de compréhension parce qu'on ne parle portugais ni l'une ni l'autre, n'hésitez pas à nous le dire, on essayera de ralentir, hein. Ou de reformuler ou de réexpliquer les notions et tout au long du webinaire, n'hésitez pas aussi à poser des questions dans le chat. Soit on y répond, tout de suite si on peut, soit on prendra vraiment un temps à la fin pour répondre aux questions, si vous en avez. Voilà, donc pour commencer, on va présenter déjà ce que c'est que le Clémy, pour lequel on travaille. Le Clémy, en France, c'est le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Heu, l'une des missions du Clémy, parmi d'autres, c'est la valorisation des productions médiatiques des élèves. Parce qu'au Clémy, on est convaincu qu'en faisant des médias, en fabriquant de l'information, les élèves apprennent la façon dont se construit l'information et sont alors plus à même d'exercer leur esprit critique, face aux informations qu'ils voient tous les jours, que ce soit à la télé, qu'ils entendent à la radio, qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Le concours Zéro Cliché est un concours qui a été pensé, à l'interstice, à l'intervalle, à l'intersection de 2 thématiques, donc ce travail autour de l'éducation aux médias et à l'information pour apprendre comment se construit une information et le travail sur les stéréotypes de genre, pour déconstruire les stéréotypes et pour, travailler sur ces questions de genre avec les élèves. Donc c'est, ces 2 thématiques qui vont, heu, nous intéresser dans les 2 webinaires que nous vous proposons. Donc tout d'abord, ce premier webinaire dans lequel nous allons parler plus spécifiquement éducation aux médias et à l'information. Nous allons définir ce que c'est qu'une information, définir son traitement journalistique, qui sera le traitement qu'il faudra donner aux informations, à vos élèves pour pouvoir participer au concours Zéro Cliché, au Brésil. Et le 17 avril, nous vous proposons un second webinaire qui sera plus axé sur les stéréotypes et où on vous présentera des façons de travailler avec les élèves autour de cette question des stéréotypes de genre. Juste, une question, est-ce que on est bien en grand écran? Est-ce que vous voyez bien la présentation? J'ai un Mmh. doute, Oui, tout est bon. tout est bon? OK, OK, super, merci. parfait. Vas-y, je te Donc pour définir ce que c'est qu'une information, hein, déjà, donc pour commencer, ce qui va nous occuper pendant une bonne partie de ce webinaire, on va, revenir donc à la définition même du mot. Donc le mot information vient du latin informare, qui veut dire mettre en forme. Donc ça va être un fait qui va être mis en forme avec ce travail et cette, touche humaine. Heu, pour devenir une information, il faut qu'il y ait une médiation, il faut que quelqu'un, traite cet objet, pour pouvoir le rendre compréhensible. Il existe 3 types d'informations, l'information document, une information documentaire, une recherche d'informations sur un sujet. L'information data, donc là, on va regrouper tout ce qu'on entend par données, donc les gros tableurs de données, les données personnelles qui sont récupérées, par les plateformes de médias sociaux, ce genre de données-là, la data. Et l'information d'actualité. C'est cette information d'actualité sur laquelle nous allons nous concentrer aujourd'hui. Donc cette information d'actualité, il faut qu'elle présente 4 critères pour être une information d'actualité et qui donc, va être une information qui va être recevable notamment dans le cadre du concours Zéro Cliché. Donc ça va être une information qui présente quelque chose de nouveau. La temporalité est très importante dans l'information. Pour quelque chose de plus ancien, on passe sur autre chose. Ça va être un document historique, ça va être une archive. Si on veut vraiment travailler sur l'information d'actualité, on est sur quelque chose de récent. Elle va concerner un grand nombre de personnes. Donc c'est pas quelque chose d'individuel, c'est pas, une anecdote personnelle. C'est vraiment quelque chose qui va concerner une communauté, qui peut être un quartier, qui peut être une école, qui peut être une ville, qui peut être un pays. L'échelle peut changer, mais il faut qu'il y ait un grand nombre de personnes qui soient concernées. Il faut qu'elle soit sourcée et qu'elle soit vérifiée.
avec au moins 2 sources qui n'ont pas de rapport entre eux. Donc, quand j'explique ça aux élèves, par exemple, je leur explique, si l'information qu'on vous donne, c'est que le prof de sport est absent et que du coup, il n'y a pas cours, les 2 sources qui n'ont pas de rapport entre elles, ça ne peut pas être 2 élèves qui arrivent en même temps et qui disent tous les 2 la même information. Les 2 élèves comptent pour une seule source. Il faut avoir quelqu'un d'autre, un autre professeur, le directeur de l'établissement, qui va confirmer cette information, disant qu'effectivement, le professeur est absent. Donc 2 sources qui n'ont pas de rapport entre elles. Et il faut que cette information soit évidemment basée sur des faits, donc des faits d'actualité. Et pour devenir une information, un fait ne peut devenir une information qu'à partir du moment où il subit un traitement journalistique. Et donc sur la suite de cette partie, on va s'intéresser à ce traitement journalistique, qui va être donc ce qui permet de construire cette information, et on va voir les différentes étapes qui permettent de construire ce traitement journalistique, d'appliquer ce traitement journalistique à un fait. À savoir qu'une information va toujours être subjective. En journalisme, il n'y a pas d'objectivité parfaite. On parle d'honnêteté. Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez voir, à chaque niveau de ce traitement journalistique, il y a des choix qui sont faits. Et ce choix de présentation de l'information va donner un point de vue subjectif. On va choisir de parler d'une chose, pas d'une autre. On va choisir de garder une source, pas une autre. Donc tous ces choix, mis bout à bout, vont faire que cette information va être subjective. Mais un bon journaliste est un journaliste honnête qui va essayer d'équilibrer ses sources pour avoir un maximum de points de vue différents pour pouvoir être le plus honnête possible dans sa présentation du sujet. Donc, on parlait des sources d'information. Je vous ai parlé des sources d'information. Donc, il y a un fait qui arrive. On cherche des informations pour savoir on cherche des sources d'informations pour pouvoir savoir ce qu'il s'est passé. On va avoir plusieurs types d'informations. D'abord, on va avoir les sources primaires. Donc, les sources primaires sont très précieuses. Ça va être un témoignage direct, une personne qui a vu ce qui s'est passé, qui a assisté à la scène, qui est capable de rapporter directement ce qu'elle a vu. Ça va être une source extrêmement importante, mais ça peut être une source partielle parce qu'une personne qui va rapporter un témoignage n'a qu'un seul point de vue. Il n'a pas forcément vu une autre façon de voir la scène, sous un autre angle. Il n'a pas forcément assisté à tout. Donc, ça va être un point de vue, mais cette source est essentielle pour pouvoir construire notre information. Ensuite, on va avoir des sources secondaires qui vont être des relais d'information. Donc, je peux, par exemple, une interview rapportée par un autre média peut me servir de source. Quelque chose que je vais lire dans un livre qui va compléter ma recherche, ça va être une source secondaire également. Ensuite, il va y avoir les sources officielles. Donc, une source officielle qui va, comme une institution, un gouvernement, la mairie, l'école. Donc là, on va être dans un autre type de source encore qui va donner l'information dite officielle, qui n'est pas forcément l'information vraie, qui peut être complétée par la source primaire, par des sources secondaires. Et il va aussi y avoir les communiqués, les communications qui vont être délivrés dans un but et qui sont également délivrés par des institutions, mais qui vont être quelque chose de très formaté et qui va annoncer un événement qui va venir, qui va annoncer une décision qui a été prise, mais qui ont besoin d'être entourés des autres sources pour pouvoir faire une information. Donc, toutes ces sources sont complémentaires. Et pour que notre information soit vérifiée, il faut qu'on ait donc 2 sources sans lien entre elles qui puissent confirmer cette information. Donc, notre fait est arrivé. On a eu notre source d'information, nos 2 sources d'information ont été trouvées et on veut en parler dans notre journal. Donc, on est avec les élèves au club vidéo et on veut trouver un endroit dans notre édition dans laquelle on va parler de ce fait. Et là, on va parler de la hiérarchie de l'information. La hiérarchie de l'information, ça veut dire classer les informations de la plus importante à la moins importante. Les vraiment très peu importantes, en général, ne trouvant même pas de place dans notre édition. Donc, cette hiérarchie de l'information va permettre de trouver une place à notre information une fois qu'on a eu nos sources et qu'on veut commencer ce traitement journalistique. Cette hiérarchie, elle va dépendre de 2 choses. Il y a 2 choses qu'on va prendre en compte et d'autres, mais 2 principales qu'on va prendre en compte pour savoir où placer cette information dans notre édition. Ça va être la ligne éditoriale du média et la loi de proximité. La ligne éditoriale d'un média, ça va être la ligne directrice d'une publication ou d'un média qui va définir les thèmes traités et le public cible. Donc, la ligne éditoriale d'un journal qui parle de sport, ça va être les personnes qui s'intéressent au sport. Et à ce moment-là, mon fait aura une place dans ma publication si on traite de sport. Dans le cadre du concours Zéro Cliché, la plupart de vos sujets auront comme thématique principale les stéréotypes de genre.
Mais ça peut être aussi des sujets croisés. Pour reprendre le sport, vous pouvez tout à fait avoir un média de sport qui va traiter de la façon dont sont couverts les événements sportifs féminins. À ce moment-là, ça pourra avoir une place également dans votre média sportif. Vous pouvez avoir des journaux qui vont ne parler que d'économie, qui vont parler que de nature, ou qui vont parler des stéréotypes et de la façon dont ils sont mis en scène, dont on peut les déconstruire, de la façon dont on met en place des choses pour pouvoir lutter contre ces stéréotypes dans la vie quotidienne. Donc ça, c'est un exemple de ligne éditoriale. Cette ligne éditoriale va également définir un public cible. Donc ce public cible, ça va être les personnes à qui je m'adresse. On peut décider que le média va s'adresser aux élèves d'un établissement scolaire et à ce moment-là, on va essayer de leur apporter des informations par rapport à ce qui va se passer dans leur vie quotidienne et à ce qui va les toucher. Ça peut être une classe d'âge. On peut dire que c'est un média qui s'adresse plutôt aux moins de 20 ans, plutôt aux plus de 60 ans. Ça peut être un média envers une communauté religieuse, envers une communauté d'intérêt. Donc tout ça, ça définit le public cible de la publication. Ça, c'est des choses qu'on définit au moment où on crée le média. Et c'est la question à se poser, à qui je m'adresse? Parce qu'en fonction de la personne à qui on va s'adresser, qu'on a en tête, on ne va pas s'adresser de la même façon, on ne va pas construire le sujet pareil. On ne va pas faire un sujet de la même manière pour des enfants de 8 ans ou pour des personnes de 40 ans, typiquement. Et ensuite, il y a donc la loi de proximité. Alors, la loi de proximité, pour la résumer, c'est le fait qu'on va s'intéresser davantage, on va être davantage touché par ce qui se passe au coin de notre rue que par ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Ce qui fait que souvent dans les journaux, une catastrophe naturelle dans la ville d'à côté va prendre beaucoup plus de place qu'une guerre à l'autre bout du monde. Alors, j'ai des élèves, moi, qui trouvaient ça assez cynique parce que on parlait beaucoup plus de politique en France et beaucoup moins de guerre avec des enfants qui mouraient de faim en Afrique, par exemple. Euh, et ça fait partie donc des échelles de valeurs qu'on se met, mais c'est voilà, si on veut, il faut savoir qu'un média est là pour vendre du journal, pour avoir des auditeurs, pour intéresser les gens, et pour intéresser les gens, ils s'intéressent plus à ce qui se passe à côté de chez eux. Donc ça, c'est la loi de proximité géographique. Mais par extension, cette loi de proximité va aussi avoir une entrée chronologique, c'est-à-dire que on va s'intéresser beaucoup plus à ce qui vient de se passer qu'à ce qui s'est passé la semaine dernière ou le mois dernier. Pour le dire autrement, le nouveau chasse l'ancien. Donc, une nouvelle information va prendre le devant sur une information datée. On va aussi avoir des communautés d'intérêt. Donc, si je suis enseignante, je m'intéresse beaucoup plus à l'actualité qui va toucher le monde enseignant, aux décisions qui ont été prises par le gouvernement, qui vont avoir un impact sur mon travail, à un fait divers, une catastrophe qui s'est passée dans une école. Ça va plus me toucher que quelque chose qui se passerait dans un autre endroit. Ça fait partie, voilà, de cette vie en société qui fait qu'on est plus touché par ce qui arrive à des gens qui nous ressemblent. Et vous allez aussi avoir au niveau des valeurs qu'on va dans des valeurs psycho-affectives, donc les sujets qui vont nous toucher autour de la sécurité, de l'argent, de la famille, ça va être des sujets qui vont beaucoup marcher et qui vont être très proches de nous, qui vont intéresser les gens et qui vont avoir tendance, du coup, dans les médias à être mis en avant par rapport à d'autres sujets. Et donc, en essayant d'équilibrer cette loi de proximité et la ligne éditoriale du média, on va réussir à trouver une place pour chacune des informations qu'on va vouloir traiter au sein d'une édition. Très concrètement, c'est ce qui va décider sur la une d'un journal papier de ce qui va être le gros titre ou de ce qui va être les choses plus petites qui seront quand même sur la une ou de ce qui seront les informations qui seront à l'intérieur du journal mais dont on ne parlera pas sur la couverture. On va aussi, une fois qu'on a trouvé notre sujet, qu'on a nos sources, qu'on lui a trouvé une place dans notre journal, continuer donc toujours ce traitement de l'information, comment traiter cette information en lui trouvant un angle. Un angle d'information, ça va être la façon dont on va traiter le sujet. Parce qu'on ne peut jamais, faire un sujet en journalisme, c'est faire des choix. Un sujet fait par des élèves, il va falloir que la vidéo va durer entre 1 et 3 minutes. 4 minutes maximum, parce qu'après, on va perdre l'intention de l'auditoire, et c'est pareil pour les sujets que vous allez avoir à la télé, par exemple, ou sur les médias sociaux. Donc, on ne peut pas traiter l'intégralité d'un sujet en si peu de temps. Il faut choisir un angle pour pouvoir être incisif et pour pouvoir traiter une petite partie. Donc là, je vous ai mis un exemple. Par exemple, si on veut traiter un sujet sur la forêt amazonienne, on va pouvoir choisir soit un angle politique pour couvrir un sommet qui a pour but de sauver la forêt amazonienne, par exemple. On va pouvoir choisir un sujet sociologique. Quels sont le mode de vie des peuples non contactés? On va pouvoir
choisir un angle plus agricole sur la déforestation, la culture du soja, la permaculture dans la forêt amazonienne. Voilà. On va pouvoir choisir un angle économique, par exemple, sur le tourisme dans la forêt amazonienne, l'essor du tourisme dans la forêt amazonienne et la manne que ça peut représenter pour les États amazoniens. Voilà, donc ça, c'est différents types d'angles. Et pour vous montrer un petit peu cette différence d'angle qu'on peut avoir, on a sélectionné avec Flora 2 reportages qui traitent du même sujet. Donc le sujet, c'est l'essor du tourisme dans la favela de Rosina. Je suis désolée pour ma prononciation. Euh, avec 2 angles différents. Donc, on va vous montrer les deux reportages. Et puis après, on va vous demander, peut-être en passant par le chat, de nous dire, selon vous, quelles sont les différences d'angles qui ont été apportées sur ces 2 reportages. Et regardez bien aussi la forme, parce que vous y reviendrez avec Flora tout à l'heure. La forme de ces reportages est différente de l'un à l'autre, et elle en parlera tout à l'heure quand elle vous expliquera comment mener un projet vidéo avec des élèves. Tout à fait. Je lance la première vidéo. Au pied de la favela de Rocinha, Manu fait ses premiers pas comme guide touristique en français. Bonjour tout le monde, je m'appelle Malou, je suis guide touristique ici à Rocinha. Maintenant, nous allons commencer les tournées. Pour vivre une expérience immersive 100% locale, Malou les conduit tout en haut de sa favela, avec une vue imprenable sur Rio. Si cette ancienne coiffeuse née ici à Rocinha s'est reconvertie il y a peu dans la langue de Molière, Ici, il y a école, hôpital, clinique de santé et association de l'habitant. Ça va? c'est parce que les touristes français, comme ce groupe de Marseillais, sont de plus en plus nombreux à vouloir découvrir le mode de vie de la plus grande favela d'Amérique latine. Parce que l'eau n'est pas potable ici. Non, tout le monde, ici à Rocinha, il y a l'eau potable. Encore hésitante pour ses premiers tours, elle est accompagnée de sa professeure de français, Johanna. 700 favelas, mais officiellement, c'est possible visiter tellement quatre. Tu vois, c'est différent d'avoir quelqu'un qui habite ici plutôt que quelqu'un qui a appris, qui s'est renseigné, qui a appris, qui a étudié l'endroit, alors que là, elle, c'est vraiment ce qu'elle a vécu depuis toujours. C'est touchant de voir ces personnes aussi loin de nous, de notre culture, de la France, qu'ils ont envie d'apprendre le français, que ça les intéresse. Différence, parce qu'ici, c'est réalité. C'est ma réalité. J'ai vis ici tout le temps. C'est ma vie. Une nouvelle génération de guides francophones que Johanna Rioux forme ici gratuitement dans cette ONG au cœur de la favela de Rocinha. Cette Bretonne a créé ce cours en 2023. Autrefois réservé à une élite, le français se démocratise ici. Il permet à ces jeunes actifs de gagner certains mois 600 €, plus du double du salaire minimum au Brésil. Je travaille avec le tourisme parce que c'est une grande opportunité pour moi et pour ma famille. Et quand j'ai découvert les cours de Johanna, c'est ma plus grande rêve, c'est parler français. Aujourd'hui, eux, ils n'ont pas possibilité de se payer des cours de français. C'est extrêmement cher et ça m'émeut. En fait, je me dis de pouvoir changer des vies comme ça grâce à un cours et ensuite grâce à leur investissement. Certes, il y a le cours, mais après, il y a leur investissement. C'est beau d'inspirer d'autres personnes de la favela à changer de vie. Une autre vie. Changer de vie, comme Malou, notre guide de Rocinha. Encore novice en français, elle termine en parallèle des études d'administration pour un jour peut-être créer sa propre entreprise de tourisme. Donc ça, c'était le premier reportage et je vous passe tout de suite le deuxième. Vos conocer esto, para nosotros es uno de los mayores logros.
Es posible você visitar la favela, es posible você andar dentro de la favela sin ningún preconcepto y sin ningún tipo de miedo. Tirar quebrar el hielo y tener, es peligroso. No. Nosotros moramos aquí, sabemos que no es así. Até quando falam sobre, estão romantizando a pobreza, não estamos romantizando a pobreza, não. Estamos aqui trabalhando dignamente, são dezenas de pessoas envolvidas nesse trabalho, e o grande objetivo disso tudo é mostrar o lado positivo da favela. Todo mundo quer crescer e talvez sair daqui também. Estou aqui há um ano na empresa, faço vídeo aqui de 9 às 5 ou 6 da tarde. Mudou totalmente minha vida, ganho um dinheiro bacana, e seria bom se mais pessoas da favela tivessem a oportunidade de trabalhar no mesmo local que eu trabalho e ganhar o mesmo valor que eu ganho. Voilà, donc ces deux reportages sont passés. Est-ce que vous pouvez nous dire via le chat ce que vous avez repéré comme différence d'angle entre ces deux reportages? Moi, je ne vois pas de message qui arrive dans le chat. Donc, on peut peut-être revenir. Donc, le premier, c'était un angle plutôt sur la façon dont l'apprentissage du français est une opportunité pour développer le travail dans le tourisme dans la favela de Rocinha, avec des exemples de groupes de touristes français qui visitent la favela avec ces guides et de l'opportunité pour les gens de pouvoir se développer économiquement. Et le deuxième pose plus la question du voyeurisme ou de la romantisation de la pauvreté, de la transformation de la criminalité imaginaire ou non qu'on peut retrouver dans les favelas pour faire développer ce tourisme. Donc, on est sur deux angles un petit peu différents, mais pour illustrer un même phénomène et pour parler les deux de cette opportunité économique pour ce quartier de pouvoir se développer, de pouvoir avoir un revenu, un complément de revenu pour les gens qui apprennent le français. Et on est voilà, donc sur deux choses différentes. Et vous avez vu, les formes ne sont pas les mêmes. Et ça, on pourra en reparler. Vous en reparlerez tout à l'heure avec Flora. Maintenant, dans la construction des reportages, on va devoir répondre à 5 questions. Donc, on a fait dans notre traitement journalistique, on a trouvé nos sources, donc trouver un fait, trouver les sources pour pouvoir construire notre sujet. On a parlé de la hiérarchisation de l'information avec la loi de proximité, la ligne éditoriale. Et maintenant, on est prêt à écrire notre reportage. Je dis bien écrire notre reportage. Vous verrez après que c'est très important de parler d'écriture, même pour de la vidéo. Flora y reviendra tout à l'heure. Et donc, pour écrire ce reportage, il faut répondre aux 5 questions principales du journalisme, qu'on appelle les 5 W, pour les questions en anglais, who, what, where, when, why, how. Donc en français, qui, quoi, où, quand, pourquoi, comment. Donc le qui, ça va être qui est interrogé, qui participe à l'action, qui fait l'action, quelles sont les personnes qui sont concernées par cette information. Tout ça, ça va être le qui. Donc, dans les exemples qu'on vous a montrés, ça va être les guides touristiques, les touristes, les professionnels du tourisme, les habitants de Rocinha. Donc, ça, c'est le qui. Le quoi, de quoi est-ce qu'on parle? Quel est le sujet? Qui fait quoi? Et donc là, on est sur le développement des visites touristiques dans les favelas de Rio de Janeiro. Où est-ce que ça se passe?
Donc, où se passe l'action? Il peut y avoir parfois plusieurs lieux en fonction des actions, mais donc là, ici, le lieu, c'est dans la favela de Rocinha à Rio. Quand est-ce que ça se passe? À quel moment? Quel est l'événement? Quelle est la temporalité de cet événement? Donc ici, on est sur le premier trimestre 2026 où on nous dit à la fin du dernier reportage que Rio a vu arriver une masse touristique au mois de janvier avec 290 000 personnes, ce qui est un record, et que donc les quartiers périphériques essayent de profiter de cette manne touristique. Pourquoi est-ce que cette information est importante? Quel est l'intérêt d'en parler? Pourquoi ça s'est passé? Quel a été l'élément déclencheur? Donc là, on est sur le développement du tourisme dans un quartier qui, jusqu'à présent, n'en avait pas. Donc, on est sur un phénomène nouveau de développement touristique dans une nouvelle zone de la ville. Et comment se déroule l'événement? Qu'est-ce qui est mis en place? Donc là, on a le développement de cours de français. On a des entreprises qui vont s'installer pour proposer des prestations, de filmer les gens avec des drones, d'offrir des visites guidées. Donc, voilà, là, on a répondu à donc, on dit les 5 W pour 6 questions, puisqu'il y a aussi le H du how, le comment. Mais ça va être les questions auxquelles il va falloir répondre quand on va écrire un sujet en journalisme. Et en fait, ces 5 W, ça va vraiment être les choses essentielles qu'il faut donner tout de suite. Quand on fait un reportage d'information, on n'est pas en train de faire une série à suspense où il faut garder du suspense jusqu'à la fin et pas tout dire et garder des éléments pour la fin. Non, on n'est pas en train d'écrire une intrigue policière. On est en train de faire un reportage et ce que veut notre auditoire, c'est être informé tout de suite et avoir les éléments principaux tout de suite. Et on veut accrocher ces gens. On veut que notre public reste et regarde la vidéo le plus longtemps possible. Donc, on leur donne tout de suite les éléments importants en essayant de les accrocher. On part des choses les plus importantes et après, petit à petit, on donne les détails de moins en moins importants jusqu'à une ouverture. C'est ce qu'on appelle la pyramide inversée. En sachant que si on fait une vidéo pour les réseaux sociaux, parfois, on peut essayer d'inverser la pyramide inversée, donc de refaire une pyramide dans le bon sens, d'un peu choquant, d'un peu particulier pour pouvoir accrocher l'auditoire. L'auditoire, parce qu'il faut capter tout de suite. Voilà, il faut capter l'attention. C'est une logique un petit peu différente. C'est la règle du moins de 3 secondes. Si en 3 secondes, sur les réseaux sociaux, le spectateur va décider s'il va regarder la vidéo jusqu'au bout ou s'il va scroller à la suivante. Et après, il va falloir choisir quelle forme on va donner à notre reportage. Donc là, à notre production vidéo. Là, je vous ai mis 4 exemples. Évidemment, il y en a bien d'autres, mais on a décidé de vous donner les 4 principaux. Donc, on va voir le reportage qui est un petit peu le maître de la forme journalistique vidéo. Donc, le but du reportage, c'est de rapporter les informations collectées au plus près de ce qui s'est passé. En vidéo, et ça, Flora vous le montrera tout à l'heure, c'est une succession de plans différents avec un commentaire en voix off, avec intercalé des interviews, comme on l'a vu sur le premier reportage. D'ailleurs, le deuxième aussi est un reportage, donc cette forme qui donne un maximum d'informations. On peut aussi choisir de faire juste une interview. Donc, ça va souvent être, c'est le cas, par exemple, pour une interview d'un chef d'État, pour une interview d'un candidat en campagne politique, où on va faire des questions-réponses. Et donc là, ce qu'il va falloir faire, ça va être écrire toutes les questions, mais non seulement écrire les questions, mais travailler en amont avec la personne qu'on va interviewer pour lui soumettre les questions pour qu'elle puisse préparer ses réponses et travailler également à essayer de trouver des questions un peu plus ouvertes pour pouvoir relancer si jamais la personne interviewée ne répond pas complètement à la question qu'on lui a posée. Il va y avoir aussi la chronique. Donc, la chronique qui est consacrée à un sujet en particulier. En général, c'est quelque chose de récurrent qui va revenir toutes les semaines, tous les jours, tous les mois et qui va traiter d'un thème culturel, d'un thème écologique, d'un thème artistique. Donc, ça va être quelque chose de récurrent et en général, le papier est incarné par la personne qui va le lire, donc qui va avoir son texte et qui va lire son texte. Il n'y a pas d'interview, il n'y a pas forcément de mise en scène particulière dans une chronique. Et un édito, ça va être plutôt un papier qui va donner l'avis du journaliste ou de la rédaction sur le sujet traité. Alors que les autres ne donnent pas l'avis des journalistes. Les journalistes récupèrent les avis d'autres personnes et les mettent en scène. Dans l'édito, ça va plutôt être le journal lui-même qui va donner son avis et qui va essayer de donner à penser à son auditoire. Donc là, on est sur des exemples. Il y en a d'autres. 4 exemples de formes journalistiques.
Donc, pour conclure cette partie sur la construction de l'information, avant de passer à des choses beaucoup plus pratiques sur comment organiser le travail de sa classe. Donc, une information d'actualité doit concerner un grand nombre de personnes, traiter d'un événement nouveau et avoir été vérifié, et doit subir ensuite un traitement journalistique qui va lui permettre de devenir une information. Le statut de la source est extrêmement important pour apporter ou non du crédit à une information. Donc, c'est pour ça que c'est important de les vérifier. Certaines sources peuvent être exclues si on estime qu'elles ne sont pas suffisamment fiables. Et il faut les recouper avec d'autres sources. Un fait validé par une seule source ne peut pas devenir une information. Et la construction de l'information, donc cette succession de choix dont je vous ai parlé, la place qu'on va lui accorder dans le journal, l'angle qu'on va choisir pour traiter l'information, la forme journalistique qu'on va lui donner, la façon dont on va écrire le reportage, la chronique, tout ça, ça va rendre cette information subjective et donner un point de vue sur l'information. On ne pourra pas la traiter entièrement. Par contre, en tant que bon journaliste, on va essayer de la traiter de façon équilibrée en essayant de donner la parole à toutes les parties concernées. Et je vais laisser maintenant la parole à Flora qui va vous expliquer un peu mieux comment concrètement construire une vidéo d'information avec les élèves. Voilà, donc si on s'intéresse plus particulièrement à ce format de la vidéo d'information, c'est évidemment parce que dans le cadre du concours Zéro Cliché qui est développé au Brésil, c'est le format qu'on vous demande de réaliser avec vos élèves. Donc là, dans cette partie, on se concentre vraiment sur la vidéo d'information, mais en gardant bien en tête toute la première partie que Pauline a fait sur qu'est-ce qu'une information, comment ça se construit, puisque c'est la base à chaque fois de tout travail journalistique, peu importe la forme derrière. Et donc, comme elle l'a très bien dit Pauline, il y a toujours aussi cette phase écrite, mais ça, je vais y revenir tout de suite après. Alors, déjà, la première étape qu'il va falloir faire pour réaliser une vidéo avec vos élèves, c'est évidemment trouver un sujet. Il va falloir définir le thème général du reportage et s'assurer de sa pertinence. Alors là, dans le cadre du concours, évidemment, le thème générique, c'est l'égalité filles-garçons ou la déconstruction des stéréotypes de genre. Après, vous pouvez choisir un sujet plus précis, mais surtout, ce que vous allez devoir faire en deuxième étape, c'est trouver un angle. Déterminer un point de vue que vous allez avoir dans votre vidéo. Et alors, je ne vais pas revenir sur la notion d'angle parce que Pauline l'a bien expliqué juste avant, mais ça, c'est peut-être un travail qui demande un peu plus de difficulté à vos élèves et vous allez devoir peut-être les accompagner, voire leur en proposer. Ce qui peut être pas mal, c'est justement un peu comme on l'a fait avec vous, faire un travail journalistique, c'est faire des choix et on ne pourra jamais parler de tout. Donc voilà, angler une production, c'est aussi faire des choix et déterminer très précisément de quoi on va avoir envie, de parler. Une fois qu'on a trouvé un sujet et un angle, on va pouvoir passer aux recherches documentaires. Donc très concrètement, ça va être identifier des sources d'informations, collecter de l'information et traiter des informations pour nourrir tout le reportage. Ça peut et évidemment, tout ça, on le fait, comme l'a dit Pauline, dans l'intention de pouvoir répondre à ce que nous, en France, on appelle les 5 W. Je ne sais pas si au Brésil, vous avez l'équivalent, mais donc on vous les a remis ici, c'est quoi, qui, où, quand, pourquoi et on rajoute le comment dans ce cas-là. Donc en fait, c'est 6 questions, comme l'a dit Pauline tout à l'heure et pour faire ça, on peut commencer, tout bêtement, j'ai envie de dire, par faire une recherche, sur internet. Aller creuser, voir ce qui existe déjà sur le sujet. Après tout dépend évidemment du sujet et de l'angle choisi. Mais, on peut trouver des premières sources d'informations, en ligne. Et après, sur les autres sources d'informations, Pauline les a détaillées, donc je ne vais pas trop en reparler, mais ça peut être aussi, des personnes, tout simplement, également. Enfin, une fois qu'on a le sujet, on a trouvé un angle, on a fait nos recherches, on a réussi à répondre aux 5 W, on va pouvoir rédiger le synopsis, donc résumer en 1 ou 2 phrases ce dont on va traiter dans notre vidéo. Ça peut être aussi poser une problématique, une situation de départ.
Alors pour faire ça, pour aider vos élèves, vous pouvez, vous aider d'un petit document. Je vous l'ai mis, sur la diapo donc bon, alors nos têtes le mangent un peu, mais finalement ça reprend en fait, ce qu'on attend des questions qui, quoi, où, quand, pourquoi, comment et associer en fait les réponses à une source, tout simplement. Voilà, on insiste beaucoup sur les sources, mais parce que, toute information doit être sourcée, c'est hyper important. Vous pouvez pas juste donner, des et pour vos élèves, il faut bien qu'ils l'aient en tête, ils peuvent pas juste donner une opinion, il faut bien que tout soit appuyé sur des sources. Donc ça permet de leur bien faire comprendre, ce travail-là et surtout d'avoir une trace écrite, qu'ils pourront réutiliser ensuite derrière dans le travail qui intervient juste après. Et cette première étape, elle permet également enfin ces premières étapes, pourquoi pas de trouver des personnes à interviewer qui pourront justement, faire partie du reportage ou de la vidéo, que vous avez choisi de traiter avec vos élèves. Voilà, donc identifier et rencontrer des interlocuteurs fiables. Justement, on encourage, vraiment que les élèves à rencontrer des expertes et des experts pour nourrir leur reportage. Mais c'est important que les élèves, ils sachent, identifier qui peut être un interlocuteur fiable. Et donc pour ça, c'est important, ça va être, votre rôle de les accompagner dans l'identification, voilà, des personnes qu'ils souhaitent rencontrer. Notamment en se questionnant, tout d'abord sur la pertinence de la personne. Est-ce qu'elle est spécialisée du sujet sur lequel on va l'interroger? Est-ce qu'elle peut apporter un éclairage, nouveau et qui mérite d'être partagé? Aussi, est-ce qu'elle est capable d'exposer des faits ou de fournir une explication de façon claire et concrète? Une deuxième chose sur laquelle on va s'arrêter, c'est la crédibilité. Est-ce que, son expertise est reconnue? Est-ce que, sa fonction ou son métier, sont vérifiés et lui donnent justement, cette crédibilité pour parler de ce sujet-là? Et aussi, est-ce qu'elle va, s'exprimer avec, nuance? Là aussi, la personne, en fait, ce qu'elle dit, il faut que ce soit sourcé. Même si elle est experte et cetera, c'est pas son opinion à elle, c'est vraiment, aussi, basé sur des faits. Et puis, l'équilibre dans un reportage aussi, hein, qui peut être important, c'est-à-dire pas donner, la parole qu'à une seule, situation, qui présente la situation, Un point de vue. un point de vue, voilà, un seul point de vue, mais de partager des points de vue nuancés et différencier, de donner la parole un peu à tout le monde. Alors ensuite, très concrètement, comment on va préparer un tournage? Hem Voilà. Une fois qu'on a un synopsis et qu'on a identifié des personnes à qui on va donner la parole, on va pouvoir préparer le tournage à partir de ce qu'on appelle un séquencier. Donc en fait, on va scénariser le reportage. Alors ça, c'est quelque chose qui est pas toujours évident à faire comprendre aux élèves parce qu'on n'est pas dans le cadre de la fiction et pourtant, il y a une phase de scénarisation. Ce qu'ils doivent comprendre, c'est que peu importe le format journalistique qu'ils traitent, là, même si c'est une vidéo, s'ils devaient écrire un article, ils passeraient par l'écrit évidemment et ben là, c'est pareil. On le prépare comme si on va préparer un article, comme si on préparait un podcast. La vidéo, ça se pense par la scénarisation et pour ça, il faut une phase, écrite et ça permet de structurer vraiment le sujet, du reportage. On va organiser, voilà, les séquences de façon logique. C'est aussi le moment où on choisit le format. Est-ce qu'on va faire plutôt, une vidéo, en paysage? Est-ce qu'on va faire une vidéo en portrait? Alors ça, en général, le choix, il se fait en fonction de où on va diffuser la vidéo. Là, pour le concours, vous avez le choix, hein, de faire un reportage en format paysage comme une vidéo plutôt réseaux sociaux en format portrait. C'est vraiment, vous et vos élèves qui décidez du format que vous avez envie de faire. Alors pour la durée, là, par contre, vous êtes restreint par le règlement du concours. Il me semble que, pour le Brésil aussi, c'est 5 minutes maximum et c'est important de respecter la durée parce que ça fait partie du travail journalistique de respecter, une durée. Un journaliste, quand il a un sujet à faire, il a une durée, très précise, de son reportage. Il passe un moment très précis dans le journal, par exemple et il est restreint par la durée qu'on lui impose, hein. Donc on revient sur, la notion de préparer un séquencier. On va vraiment réfléchir à quels propos, quel élément visuel on va avoir besoin pour illustrer notre sujet.
Donc je vous ai mis un exemple, c'est qu'un exemple, mais l'idée c'est vraiment de reprendre toujours, le même. On va réfléchir vraiment à une séquence d'introduction, comment on ouvre, notre sujet et ça peut répondre à la question: «Pourquoi? Comment?» Ça sera aussi très important d'avoir une séquence de conclusion, avec une chute, avec une phrase forte, enfin voilà, quelque chose vraiment pour conclure le sujet et au milieu de ça, on va avoir plusieurs séquences de développement. Là, le document en a 5, mais vous êtes pas du tout obligé d'en avoir 5, hein, c'est qu'un exemple, hein, il peut y en avoir que 2 ou 3, mais des séquences de développement qui vont, amener, du contexte, qui vont pouvoir répondre à la question: «Qui? Quoi? Où? Quand?» et donc vous le voyez dans ce document, le séquencier, il permet vraiment de prévoir exactement à quel moment du reportage on va avoir, l'interview, tel plan, tel voilà, on réfléchit déjà à l'image. On réfléchit aussi déjà au lieu. Est-ce que, cette séquence, elle est tournée en intérieur? Est-ce que cette séquence, elle est tournée en extérieur? Qui va parler? De quel matériel? Ça en fait, ça permet vraiment d'anticiper le besoin en matériel, le besoin, de tout, hein, des questions s'il y a une interview. C'est là on comprend que aussi là, je vais revenir tout à l'heure, mais l'interview ça se travaille aussi en amont. On peut déjà réfléchir à quelques éléments pour le commentaire. Vous l'avez vu dans les 2 vidéos précédentes, on avait 2 formes de commentaires différentes. Dans la première vidéo, c'était un commentaire type voix off, hein, et dans le deuxième, c'était plutôt un commentaire écrit. Le commentaire, il s'écrit vraiment à la fin, mais on peut déjà réfléchir à quelques mots-clés, à quelques éléments au moment où on pense, le séquencier, donc le scénario du reportage. Voilà, donc ça, c'est vraiment un document très important qu'on vous conseille vivement de faire à vos élèves et qui servira au moment du reportage, mais aussi au moment du montage. Donc c'est un document de travail, en fait, hein, aussi. Alors, heu, avant de tourner, c'est hyper important d'organiser le travail des élèves et de leur donner à chacun un rôle bien défini. On va vous proposer une série de rôles et c'est évidemment à adapter en fonction du nombre d'élèves que vous avez et de la réalité, hein, du reportage aussi, de la nécessité. Mais vous pouvez avoir tout d'abord un journaliste reporter d'images, c'est-à-dire un élève qui va se charger du tout le matériel, pour filmer, que ce soit une caméra, un appareil photo, une tablette, ça c'est à vous et à vos élèves de choisir. Mais en tout cas, c'est cet élève-là qui va avoir en charge de prendre toutes les prises de vue en images. C'est lui qui va filmer, qui va, choisir les plans, qui va, choisir le cadre et cetera. Vous pouvez avoir évidemment un élève preneur de son. Donc lui, c'est la même chose, mais au niveau du son. Donc c'est lui qui gère les micros, qui va s'assurer que le son est correct, qui va prendre toutes les prises de son, qui sont prévues, qu'on a prévues en avance dans le séquencier et je vous conseille très fortement, que vos élèves aient un casque pour entendre ce qu'ils enregistrent. C'est hyper important parce que souvent, on se rend compte trop tard au montage que le son, il est pas bon, qu'en fait, les personnes, le micro, il était mal réglé, elles parlaient pas assez. Qu'il y a eu un son parasite? Qu'il y a eu un son parasite, je dis n'importe quoi, mais vous êtes, en train de faire une interview dans la rue. En fait, le bruit des voitures prennent tout le dessus et la voix est complètement inaudible. Bah, ça, en fait, si les élèves, ils ont un casque, ils s'en rendent compte tout de suite et ils savent qu'il faut décaler l'interview dans une rue plus calme, à l'abri des voitures. À l'intérieur, c'est aussi utile, on ne sait jamais s'il y a une personne qui passe, une porte qui claque, un bruit parasite qu'on se rendrait pas compte si on n'avait pas un casque et là, enfin voilà, c'est vraiment un rôle très important et le casque vraiment pour, pour visionner beaucoup de productions qu'on reçoit au concours, autant les problèmes d'image, on peut trouver des solutions pour pallier, voilà, un cadrage qui est pas tout à fait bon, ça peut se reprendre au montage. Autant le son, ça se reprend pas. Donc c'est vraiment un élément très important et ça change tout. Une production avec un son correct et une production avec un mauvais son, peu importe le travail qui a été fait derrière, ça change complètement la perception qu'on a de la production. Donc voilà, j'insiste un peu parce que je trouve que c'est vraiment un élément important. Mais voilà.
Vous pouvez aussi, je continue, hein, dans les rôles, avoir un élève qui va être un assistant technique. Donc lui, il peut apporter, son aide à tous les autres élèves. Il peut avoir notamment avec lui le séquencier, vérifier que tous les plans du séquencier sont bien tournés, qu'on n'oublie rien. Il peut apporter son aide technique aux journalistes reporters d'images ou aux preneurs de son. Il peut, s'assurer que le journaliste qui pose des questions pour l'interview, les a bien toutes posées. Il peut aussi écouter l'interview et faire reformuler si besoin. Donc là, voilà, il y a un autre rôle, hein, c'est l'élève qui pose l'interview pour s'il y a une interview dans le reportage, hein, bien sûr. Et il peut y avoir un élève qui, va s'occuper de la voix off du commentaire, hein, et là, je le répète, la voix off, je vais vous le dire plusieurs fois, mais elle s'enregistre après le tournage. Il faut d'abord avoir tous les éléments, toutes les images pour savoir concrètement ce que la voix, ou le texte, hein, du commentaire va dire. Et vous pouvez avoir un élève, qui va faire le montage vidéo. Donc c'est un exemple, évidemment, peut-être que parfois vous allez avoir que 3 ou 4 élèves, donc vous pouvez avoir un même élève qui fait plusieurs rôles ou vous pouvez mettre plusieurs élèves sur un même rôle, hein. Il peut y avoir plusieurs élèves qui s'occupent du montage, plusieurs élèves qui s'occupent, de prendre, l'image ou le son. C'est vraiment adapté en fonction du groupe d'élèves que vous avez, mais ce qui est bien et ce qui est important, c'est que chaque élève se sent confortable dans son rôle et trouve sa place au sein, voilà, de cet exercice, hein, journalistique au sein de ce reportage. Donc un tournage, ça se prépare par les élèves, mais ça se prépare aussi, par le séquencier et ça se prépare aussi par le matériel. Donc en amont, du reportage, on vérifie, voilà, si on a bien identifié des plans d'illustration, des ambiances sonores, donc tout ça, ça se pense au moment du séquencier, hein. Mais on pense aussi à s'il y a un lieu particulier, est-ce qu'on a besoin de se rendre en amont pour voir à quoi ressemble le lieu? Pour avoir les bonnes adresses, hein, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais s'il y a une interview et qu'on se rend chez une personne en particulière, est-ce qu'on a bien son adresse? Est-ce qu'on a bien le contact de la personne? Tout ça, ça structure et ça se pense pour que, au moment du reportage, tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Au niveau du matériel, ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir une liste, hein, tout simplement, comme ça les élèves, ils peuvent cocher s'ils ont bien, pensé à tout et s'ils ont bien les cartes mémoire chargées dans les appareils photo, si les batteries, elles ont bien été chargées en amont ou s'il y a un chargeur, tous les câbles, Des tout ça. batteries de secours. Des batteries de secours, hyper important. Donc tout ça, comme avant, vous pouvez vous aider d'une petite fiche qui récapitule tout, où vos élèves vraiment s'assurent d'avoir tout et aussi, si le matériel, les élèves, le connaissent pas trop, c'est bien de le tester en amont, qu'ils soient familiers avec les micros, avec la caméra, peu importe, hein, encore une fois, hein, que ce soit un smartphone ou une tablette, une caméra, un appareil photo, mais qu'ils soient à l'aise avec le matériel pour qu'il y ait pas de problème au moment du tournage. Donc une petite fiche comme ça qui récapitule tout le matériel, ça force vraiment à préparer le matériel en amont. Vous voyez aussi, en France, on a vraiment besoin des autorisations de droit à l'image et de captation, voilà, de voix à l'image des personnes qui passent à la vidéo. Je ne sais pas si c'est le cas au Brésil, mais peut aussi avoir des autorisations de lieu de tournage. Donc s'il y a besoin, c'est bien de s'en assurer en amont et d'avoir bien les autorisations au moment où vous allez filmer. Les contacts et les adresses des personnes, vous pouvez aussi ça peut être aussi l'endroit où l'élève récapitule les questions d'interview, hein, qui ont été pensées en amont et pourquoi pas quelques notes, nécessaires au reportage. Donc voilà, un tournage, hein, c'est, une combinaison d'images, de sons pour donner du rythme, hein, aussi. Hem Voilà, donc là, oui, je fais un petit pas de côté sur les plans. C'est important aussi que vous de prendre conscience que le reportage est rythmé par des plans différents et que chaque plan a, une fonction différente, hein. Donc il y a des plans, principaux qui racontent l'action, des plans d'illustration pour contextualiser, des plans de coupe, ça c'est aussi utile au montage et pour rythmer, enrichir le reportage. Et c'est aussi important de l'avoir en tête pour le son. Avoir des bruits de fond, des sons d'ambiance, du lieu. Je sais pas, hein, si vous filmez dans un établissement scolaire tout simplement, avoir peut-être, l'ambiance générale d'une classe ou l'ambiance générale d'une cour de récréation en fonction de ce que vous voulez, raconter au reportage. Ça peut être intéressant, voilà, pour nourrir le reportage et vraiment, rythmer, donner de l'entrain, de la vie, et de l'authenticité, au reportage. Alors, il faut définir ce que c'est un plan de coupe. Ah oui, alors un plan de coupe, je vais y venir, mais par exemple, vous filmez une personne pour une interview.
Un plan de coupe, ça va être, par exemple, filmer ses mains en gros plan, filmer, un document qui sera en train de présenter. Ça permet, de donner du rythme au reportage, hein, de varier les plans, mais ça peut aussi pallier aux problèmes techniques. Par exemple, je sais pas, il y a eu un problème Lumière. de lumière à un moment donné et ben, au lieu de rester sur cette image qui est pas jolie, on va pouvoir faire un plan de coupe, en gros, des mains et on verra pas finalement, ça permet de tricher un petit peu. En gardant le son de la personne en train de parler, Tout à fait. sur le plan des mains. Alors, je vous fais juste un petit récap des différents plans qu'on peut avoir. Donc, on a, le plan d'ensemble, qui permet vraiment de donner du contexte. On a, le plan moyen qui permet de montrer l'action dans son ensemble, introduire une personne dans son environnement, montrer, son rôle ou suivre une action dans l'ensemble où l'ensemble du corps est important. Vous avez le plan américain et le plan rapproché qui sont souvent utilisés pour les interviews ou pour filmer une expérience, une démonstration. En général, c'est aussi des plans qui permettent de mettre en valeur des gestes importants. Et puis, vous avez le gros plan, le très gros plan. Alors là, en général, ça peut permettre de jouer un peu plus sur l'émotion ou de montrer, d'attirer l'attention pardon, sur un détail ou un geste précis. Donc, l'audiovisuel, hein, les plans, c'est un langage. En fonction de ce que vous faites, vous avez une intention derrière. Donc ça aussi, vous pouvez le faire comprendre à vos élèves en fonction de ce qu'ils veulent dire dans leur vidéo. On n'utilise pas n'importe quel plan et ça aussi, ça peut se penser en amont, hein, évidemment, au niveau du séquencier, hein. Il y a cette première ligne où on pense les plans. En général, l'ouverture d'un reportage, ça commence par un plan d'ensemble ou un plan moyen et puis, ensuite, enfin voilà, ça se fait en fonction du contexte et puis ça permet encore une fois de rythmer, de donner de la vie, au reportage. Alors, je fais juste une petite aparté sur l'interview filmée parce qu'en général, ça arrive, quand même assez souvent dans les productions vidéo. Alors attention, une interview, c'est à différencier d'un micro-trottoir, hein, un micro-trottoir, c'est quelque chose qui est plus spontané, qui est pas préparé, qui consiste à poser toujours la même question à plusieurs personnes différentes, en général qui sont pas spécialistes forcément d'un sujet et ça ressemble plus à du témoignage, à une opinion. Là, sur une interview, on va plutôt chercher soit une personne qui est vraiment concernée par le sujet, soit une experte ou un expert du sujet qui va nous apporter un éclairage spécifique et ça se travaille davantage avec vos élèves. Donc en amont de l'interview, c'est important que les élèves, ils aient préparé des questions, qu'ils aient pris contact avec la personne, qu'il y ait eu un premier échange. Ça permet aussi de détendre, et les élèves et la personne qui va se faire interviewer au moment du tournage et que les questions, elles ont été transmises. Parfois, on a peur de perdre en spontanéité quand les questions, elles sont transmises, en amont, mais en fait, ça permet aussi de savoir un peu, comment orienter, les questions d'après, s'il y a déjà eu un premier échange et si, la personne est préparée aux questions, elle peut répondre aussi plus facilement, hein. Juste avant l'interview, on réfléchit au placement de caméras qui ne se font pas n'importe comment dans le cadre d'une interview et des interlocuteurs. On vérifie bien le cadre et la qualité du son. Donc je vous ai mis à côté, pardon, j'ai un peu accéléré parce que j'ai vu l'heure, mais si je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire. Je vous ai mis des exemples de photos, dans un contexte d'interview possible. Alors là, juste en haut à droite, le seul défaut de cette photo, c'est que la journaliste regarde la personne qui prend la photo au lieu de regarder, l'interlocuteur, donc le journaliste. Mais, dans la photo d'en bas, on voit bien qu'elle regarde le journaliste. Donc vous avez 2 plans différents pour voir un petit peu, comment ça peut s'organiser et là, on a vraiment donc la personne qui est interviewée, le journaliste qui va poser les questions, une personne derrière la caméra, une personne, qui prend le son. Vous avez aussi, bon, les lumières et cetera. Bon, ça, vous êtes pas obligé d'avoir un tournage aussi pro. Vous faites évidemment avec le matériel que vous avez, mais ça donne une idée de placement. Pendant l'interview, c'est hyper important que l'élève regarde la personne à qui il pose la question parce que c'est un échange, hein. Il faut qu'il se détache un petit peu de sa feuille, même si évidemment c'est important qu'il ait sa feuille de questions avec lui. Mais il faut qu'il rebondisse aussi, hein, sur ce qui est dit, c'est un échange. Il faut adapter les questions en fonction de ce qui est dit, par la personne interviewée. J'ai déjà dit, mais l'interlocuteur doit regarder l'élève et surtout pas, la caméra.
Et c'est aussi hyper important de ne pas hésiter à faire reformuler, la personne qui apporte une réponse. Si vous jugez que c'est pas suffisamment clair, que c'est trop long, que la personne doit être plus synthétique, qu'il y a eu un moment où elle a mâché ses mots, n'hésitez pas à lui faire reprendre tout ou une partie de sa réponse. Pareil, s'il y a eu un problème au son, si, une porte a claqué et cetera, donc c'est là aussi où l'élève qui prend le son a un rôle hyper important, hein. C'est aussi à lui de dire: «Bah non, coupez, on recommence. Là, la prise était pas bonne». C'est pas grave, on peut refaire l'interview plusieurs fois. Voilà, et maintenant on passe aux commentaires de la vidéo, hein, qui est une autre facette hyper importante d'une vidéo d'information, comme vous l'avez vu, dans les 2 reportages qu'on a montrés tout à l'heure. Donc je l'ai déjà dit en plusieurs fois, mais une vidéo d'information, ça sert à raconter une histoire, à structurer, rythmer, à donner de l'engagement aussi, hein, et le commentaire, ça sert aussi à donner du sens aux images, à guider la compréhension, à renforcer, la cohérence du récit. Donc il doit compléter les images en apportant du contexte, en apportant des informations que l'image seule ne peut pas donner, par exemple des chiffres, des dates, des lieux précis, historiques, des conséquences. Le commentaire aussi guide le spectateur, il fait le lien entre les différentes séquences, hein, encore une fois, on crée, du lien, une cohérence, hein, dans le reportage, et on s'assure de la fluidité du récit, et ça aide bien sûr à passer d'une idée à une autre. Aussi, il faut que le commentaire, il soit synthétique et clair, il faut qu'il résume des idées complexes et qu'il mette en évidence, des points essentiels. C'est pas obligatoire qu'il y ait une voix off ou qu'il y ait un commentaire sur la totalité du reportage, hein. Il peut y avoir des moments où on a juste l'ambiance sonore du lieu, où il y a une personne qui est interviewée, où là, bien sûr, on laisse, la place à l'interview. Le commentaire, c'est pas une voix en continu. Il faut vraiment que ça ait du sens, hein, c'est pas juste parler sur des images. Voilà, donc, et l'écriture du commentaire, ça se fait, je l'ai déjà dit, je le répète, en fonction des images qui ont été tournées, et ne peut être finalisé, enregistré qu'après le tournage. Et le montage. Et le montage. Et en lien avec le montage. Et justement, en parlant de montage, donc, dernière étape d'une vidéo d'information, c'est évidemment le montage. Donc je vous ai catégorisé plusieurs étapes, bon, c'est pour simplifier, il pourrait y en avoir plusieurs. Mais on commence toujours par importer tous les fichiers. Par exemple, vous avez une carte mémoire sur l'appareil photo, vous avez une carte mémoire sur, ce qui a permis d'enregistrer. C'est peut-être des fichiers différents. On rassemble tout sur l'endroit où on va faire le montage, hein, que ce soit une tablette, un téléphone ou un PC. La première étape, c'est de rassembler tous les fichiers. Ensuite, il va y avoir l'étape de dérochage, c'est-à-dire qu'on va visionner tout ce qu'on a tourné, et c'est là où on va décider ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas. Ça permet aussi d'identifier s'il y a des choses, qui ne vont pas et qu'il faut aller retourner, des séquences éventuellement. Donc là, au moment du dérochage, on reprend notre séquencier, on vérifie, hein, que tout a bien été tourné. Ensuite, une première étape du montage, ça va être le bout à bout. Donc là, on va mettre dans l'ordre, de nos séquences, tous les plans, et ça donne déjà une première idée de ce à quoi va ressembler notre, reportage, à quoi va ressembler la vidéo. Ensuite, on va pouvoir finaliser le montage, ajouter les sons, et c'est là où on peut enregistrer le commentaire, par exemple, et ensuite ajouter les sons d'illustration. Donc là, on ajoute tout, hein, ensuite on ajoute le texte, on ajoute le commentaire, on ajoute, ce qu'on appelle les synthés, hein, par exemple le nom, hein, pour présenter les personnes qui interviennent dans les vidéos. Ça peut être aussi le moment de faire des sous-titres s'il y a besoin, de faire le générique aussi évidemment, et la dernière étape, c'est exporter la vidéo. On privilégie un format MP4 qui est un format un peu plus, universel et léger, et une fois qu'on a exporté le montage, évidemment, on regarde ce qu'on a exporté. Il peut y avoir des bugs, il peut y avoir des choses à retravailler au montage. Je suis allée un petit peu vite. Et pour terminer, les logiciels de montage, vous en avez plusieurs. Ce qu'on vous conseille, c'est si vous avez des élèves qui sont, déjà, expérimentés dans le montage. Et vous en avez. Souvent vous en avez, et de plus en plus, hein, puisque ça devient très accessible. Bah, laissez-les travailler sur les outils dont ils ont l'habitude d'avoir. Quelques applications gratuites sur PC, tablette, smartphone. Il y a évidemment CapCut, hein, qui est l'application de TikTok, mais du coup qui est, pour nous pas très RGPD, donc c'est pas celle qu'on vous conseille, mais c'est celle que les élèves connaissent le mieux. Mais en équivalent, il y a par exemple VN Video Editor, et puis en logiciel pro, il y en a d'autres bien sûr, mais je vous ai mis 2 exemples. Il y a Premiere Pro, il y a Final Cut.
donc de la suite Adobe et de Apple. Et je vous ai mis quelques images. Vous voyez que finalement, peu importe le logiciel, il y a une timeline. Vous retrouvez un petit peu toujours les mêmes éléments, hein. Il y a toujours, une ligne pour ajouter l'image, une ligne pour ajouter le son, des outils pour couper, des outils pour faire des effets, pour faire des transitions et cetera. Peu importe le logiciel, ils se ressemblent quasiment, et de plus en plus, tous, et ils sont de plus en plus intuitifs, donc voilà. Même si vous-même, vous êtes pas très au fait, du montage, bah, déjà appuyez-vous sur les compétences de vos élèves et n'hésitez pas aussi à aller regarder des tutos, hein, tout simplement. On retrouve, vraiment, pas mal de choses sur internet. Je vous avais, proposé de repartager un exemple, c'est le même reportage, hein. L'idée, on n'a pas trop le temps, donc je vais pas le faire parce qu'on a déjà beaucoup débordé, mais c'était cette fois de vous intéresser à la forme, d'identifier vraiment, la complémentarité entre l'image, entre le commentaire, comment s'ouvre aussi, hein, le reportage. On repense à la scénarisation, au séquencier. Quelles sont les différentes séquences? Comment, s'ouvre le reportage? Comment il se termine aussi? On peut aussi s'intéresser à la valeur des plans, hein, parce que vous allez voir, si vous le re-regardez ensuite, derrière, il y a plusieurs plans. Est-ce qu'il y a des plans d'illustration? Est-ce qu'il y a une interview? Si oui, comment elle est filmée et cetera? Tout ça, c'est un travail que vous pouvez faire pour vous, mais que vous pouvez faire à vos élèves. Leur montrer le plus d'exemples possible avant, ça leur permet de mieux construire leur reportage aussi ensuite, quand c'est à eux, de faire. Ils peuvent s'entraîner à reconstituer le séquencier qui a servi à faire le reportage, par exemple. C'est un bon exercice. Voilà, j'espère que j'ai pas parlé trop vite parce que comme on avait commencé un petit peu en retard, j'ai voulu un petit peu rattraper le temps pour pas vous prendre trop de temps. J'espère que ça vous sera utile. Nous, avec Pauline, on a voulu vraiment, vous faire ce premier webinaire, en accompagnement aussi de votre participation au concours parce que, de notre expérience aussi, hein, on reçoit beaucoup de productions qui sont pas tout à fait, des formats journalistiques. C'est pas tout à fait ce qu'on attend. Souvent, c'est de la fiction ou des scénettes. Et pour bien comprendre ce qu'on attend d'une vidéo d'information, d'un reportage, il faut commencer par les bases, par comprendre ce que c'est une information, tout simplement. Donc merci beaucoup, pour votre écoute. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions et dans tous les cas, il est enregistré, il y aura un replay et on peut se retrouver pour un deuxième webinaire le 17 avril à la même heure, hein, 13h heure Brésil, et cette fois, ça sera vraiment, orienté, centré sur, comment, on se sert de l'éducation aux médias, à l'information pour aborder, les stéréotypes de genre. Donc ça peut être, des séances complémentaires, à ces séances de tournage, et ça peut aussi vous donner des idées de sujets évidemment à traiter pendant sur les vidéos avec vos élèves. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pauline et Flora, pour ce merveilleux webinaire. Même moi, j'ai appris plein de choses, donc je suis ravie d'avoir participé. Et on continue donc sur ces webinaires très intéressants. Je vous encourage vivement à aller vous connecter au prochain webinaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur edu.brasilia@diplomatie.gouv.fr. Donc, j'ai mis ce mail-là dans le chat. Então, se você tem perguntas sobre o webinário, sobre o concurso, você pode enviar um e-mail para Edu Brasília. Eu coloquei o e-mail no chat. Muito obrigada e até mais. Obrigada. Obrigada. Obrigada.